Dans la Bible, le mot Apollin, Abaddon ou encore Apollyon réfère à la destruction. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, on personnifie Apollyon comme un ange destructeur venu des abysses pour répandre le mal et la souffrance, en épargnant ceux qui ont choisi le royaume de Dieu avant l'avènement du Nouveau Monde. Comme une incarnation de la destruction et de la souffrance en un seul personnage mythique. On pourrait donc dire qu'Apollyon est un monstre, comme il en existe plusieurs dans les récits populaires et dans notre imaginaire collectif. Les monstres sont des personnages fictifs qui ont toujours servi à imaginer le pire, des créatures inhumaines, des démons qui incarnent le mal à l'état pur. Mais même si les monstres n'existent pas, les images sont puissantes et de nos jours plus nombreuses que jamais, au point où parfois, on ne sait plus distinguer les images du monde réel. Il arrive que le mal manque d'explication. Il arrive que des hommes commettent des gestes si ignobles, gratuits et profondément méchants qu'on a collectivement l'impression d'avoir affaire à de véritables monstres sortis des abysses. Le 20 mai 2022, Carl Giroir, un jeune homme de 26 ans, passait aux nouvelles. Bienvenue au téléjournal, ce soir en manchette. Attaque aux salles dans le Vieux-Québec. Il était reconnu coupable de meurtre au premier degré. Je vous rappelle ce qui s'est passé. Dans la nuit du 31 octobre 2020, en plein confinement, Carl se rend dans les rues du Vieux-Québec et attaque des passants avec un sabre katana. Il enlève la vie à 2 personnes, Suzanne Clermont et François Duchesne. Au lendemain de l'attaque, le Québec est plongé dans l'effroi, mais surtout dans l'incompréhension. Le jeune homme venait de créer l'inconcevable. Il avait provoqué une scène d'horreur surréelle, quasi fictive. Il ne visait pas de groupe en particulier, n'était pas rattaché à aucun groupe terroriste. La simplicité de son geste le rendait encore plus aléatoire, plus étrange. Dans les médias, on le décrit littéralement comme un monstre, à l'image d'Apollyon, un ange destructeur. Près de 2 ans après l'attaque, le 20 mai 2022, on jugeait qu'il était criminellement responsable au moment des faits. C'est-à-dire qu'il était conscient de ce qu'il faisait le soir du 31 octobre 2020. Il était conscient de ses actions, mais ça ne veut pas dire qu'il allait bien. Clairement, il y avait quelque chose qui tournait pas rond chez lui. Carl a grandi dans une famille aimante, comme les autres, à Sainte-Thérèse. C'était pas un criminel notoire, c'était un gars au profil très normal, un Québécois dans la moyenne, qui, sur papier, était destiné à une vie comme les autres. La nouvelle a passé comme ça, dans le flux quotidien et infini de l'information et des images. Affaires classées, dossiers réglés, et comme ça, en un clic, en un swipe, nos écrans et nos yeux passaient au 21 mai 2022. Mais sous la nouvelle judiciaire insolite, se cachent des questions toujours sans réponse. Pourquoi Carl a fait ça? Parce qu'après tout, les monstres n'existent pas. Le caractère banal de Carl m'a toujours troublé. C'est un tueur, mais au profil d'un gars comme beaucoup d'autres. J'ai évolué dans le même genre de contexte, à la même époque. J'ai sûrement joué aux mêmes jeux vidéo. J'aurais pu être le collègue de Carl, ça aurait pu être mon ami, mon voisin. Ça aurait pu être moi. Phrase cliché, mais qui, ici, ouvre sur une réflexion plus large. Ce soir-là, c'est comme si Carl aurait pu être n'importe quel jeune homme. Comment et pourquoi Carl est-il devenu un tueur de masse? Mais surtout, d'où vient ce phénomène? C'est effroyable. On ne peut pas comprendre comment on peut voir une telle violence gratuite et ça soulève toutes sortes de questions sur les maladies mentales. De plus en plus, aux nouvelles, on voit des attaques qui semblent aléatoires. Des gestes horribles, gratuits et inexplicables commis par des gens ordinaires et inoffensifs. Des atrocités qu'on réduit à un événement malheureux qu'on ne peut empêcher.
Au lendemain de ces attaques, on analyse ces tragédies sous l'angle de la santé mentale, du contrôle des armes à feu ou du terrorisme idéologique, en se limitant à ces enjeux-là. Puis, on passe au prochain dossier, à la prochaine date, aux prochaines images, à la prochaine tragédie quotidienne. Mais comment autant d'hommes de ma génération finissent par avoir l'idée de tuer des masses de gens, parfois sans aucun motif explicite? Puis, même avec une revendication, comment on s'est rendu là en tant que société? Peut-être qu'au fond, au-delà du cas par cas, au-delà des armes et des psychoses, les Carl Giroir de ce monde sont l'expression d'un type de violence propre à notre époque. En creusant dans l'histoire d'ici et d'ailleurs, se révèle à nous un réseau complexe de racines, de ce que l'on appelle aujourd'hui les tueries de masse. Des racines qui se tracent et se tortillent, beaucoup plus creux que l'on peut imaginer. Beaucoup plus loin que Carl ou moi. Restez avec moi, on va remonter le temps. Parce que tout va très vite ces temps-ci. Pour commencer, je vous ramène 44 ans dans le passé, le 24 décembre 1979, à Kaboul, en Afghanistan. L'Union soviétique passe à l'acte en déployant ses troupes armées en Afghanistan pour élargir son emprise dans le Moyen-Orient avant que le bloc de l'Ouest s'en empare. La première guerre d'Afghanistan éclate, elle oppose l'armée soviétique aux Moudjahidines afghans. Un Moudjahidine, c'est en quelque sorte un soldat du djihad. Dans le Coran, le djihad veut simplement dire effort ou lutte. Mais pour les Moudjahidines afghans, venus des régions rurales, pauvres et très croyantes, le djihad, c'est littéralement une guerre sainte. Et pour ces guerriers religieux, c'est une lutte armée contre l'impérialisme soviétique. Depuis l'invasion, les Moudjahidines mènent une guerre de type guérilla aux idéologies fondamentalistes religieuses contre l'URSS. Pour les États-Unis, en pleine guerre froide contre le bloc soviétique, les Moudjahidines sont de bons alliés. Extrémistes religieux, oui, mais anticommunistes. Au début des années 80, l'administration Reagan finance donc généreusement de nombreuses cellules Moudjahidines contre Moscou. Des livres d'école, des armes, des entraînements et plus encore. Puis, pour opérer le financement et le recrutement des groupes Moudjahidines, un trio composé d'un riche saoudien, d'un théologien palestinien et d'un militant islamiste égyptien fonde en 1984 une petite organisation, alors inconnue du grand public, qui s'occupe de récolter et envoyer des ressources et des hommes aux guérillas afghanes. L'organisation Maktab al-Qidama, qui veut dire bureau de service, a pour but de recruter des jeunes musulmans partout à travers le monde pour venir combattre les Soviétiques en Afghanistan. Le Saoudien du trio vient d'une famille très riche. Avec l'aide des moyens financiers de celui-ci, Maktab al-Qidama place des bureaux de financement et de recrutement dans de nombreux pays musulmans, mais aussi une trentaine aux États-Unis et ailleurs en Occident. Appuyée par les services secrets américains, l'organisation réussit à amasser plusieurs millions de dollars pour la cause des Moudjahidines afghans et leur fait parvenir des armes américaines de dernier cri. Les vœux sont scellés, le mariage entre les États-Unis et les djihadistes est complété pour le meilleur et pour le pire. Cette levée de fonds porte fruit. 8 ans après le début de la guerre, le 13 novembre 1987, à la Maison-Blanche, le président Reagan reçoit des invités qui contrastent avec les diplomates à cravate habituels. L'homme à la barbe rousse s'appelle Mohamed Yunus Khalis.
Il est à la tête d'un groupe de Moudjahidines les plus importants d'Afghanistan. Sur le terrain, les Moudjahidines gagnent en puissance. Les Soviétiques sont reclus à Kaboul et d'ici 1 an, la guerre allait prendre fin. Puis ça, Ronald Reagan en est fier. Also, I'll add a very moving discussion with Chairman Yunus Khalis of the Islamic Union of Mujahideen of Afghanistan and other members of his distinguished delegation. I expressed our nation's continued strong support. 1 mois plus tard, le réalisateur américain Oliver Stone fait la tournée des médias pour la sortie de son plus récent film, Wall Street. From the director of Platoon, the next battle is in the greatest jungle of them all, Wall Street. On y suit l'histoire de 2 boursiers new-yorkais, Bud Fox, interprété par le jeune Charlie Sheen, ainsi que Gordon Gekko, qui est joué par le déjà célèbre Michael Douglas. Dans le film, Gekko est un homme très riche qui contrôle une firme de placement et Fox veut apprendre à escalader des échelons du monde compétitif et sauvage de la finance. I'm with you, Gordon. Trade your peace of mind. Just the beginning, pal. If any trouble does arise, you are on your own. C'est un peu une fable des premiers balbutiements du capitalisme néolibéral, au cours de laquelle Oliver Stone expose les dessous de la spéculation boursière à New York au beau milieu des années 80. Entre 1982 et 1987, le marché est en pleine expansion. Les affaires vont bien et les investisseurs s'en mettent plein les poches. C'est la décennie des fonds d'investissement privés qui deviennent surpuissants, avalant toutes les entreprises sur leur passage. On fusionne, on délocalise, on ferme et surtout on met à pied. Les banques en profitent, les richesses se concentrent, les placements boursiers se gonflent. C'est l'époque du néolibéralisme. Oliver Stone, lui, reste sceptique. Money can be used for a good reason. At least it should be on Wall Street. Unfortunately, the Wall Street of my father's time has changed considerably and is now, it's become more like a Las Vegas, more like a Atlantic City, where people are not using the money to create things, to produce, to help business, research, development, jobs, for municipal bonding, for infrastructures for the cities. They're using the money to make piles of other money. So it's become more of a crapshoot, and I think that's bad. I don't think the little individual investors are going to make a dime's worth of difference, because it's big institutional block trading, it's pension funds, it's banks, it's savings and loans, it's governments that are investing in the market. They are dictating the terms of the market. Au-delà de sa nostalgie, Stone touche un point important. Dans les années 80, le capitalisme se lance en chute libre. Dans les tours à bureaux de Wall Street, le rapport au capital est plus virtuel que jamais. Il devient fictif, voire presque magique. La valeur de la monnaie ne repose plus sur l'or, mais sur le marché, qui lui repose sur des affects, des vies, du rêve. La finance se déconnecte complètement de la production. Politiquement, Ronald Reagan favorise ce nouveau programme et amplifie même ses effets en démantelant l'État social, en attaquant les forces syndicales, puis en coupant massivement des postes dans la fonction publique. C'est notamment le cas du service de poste américain, USPS. Même si la société d'État existe depuis la création du pays au 18e siècle, l'administration Reagan tente de la vendre à une entreprise privée. En baissant l'imposition du contribuable, son gouvernement décide finalement de réduire drastiquement les budgets de la société d'État qui, elle, doit cependant garder le même taux d'efficacité. Et le capitalisme, lui, n'a aucune fin, comme en témoigne Gekko, cigarette à la bouche et verre de fort à la main. With the money you're gonna make, your dad's never gonna have to work another day in his life. So tell me, Gordon, when does it all end, huh? How many yachts can you water ski behind? How much is enough? It's not a question of enough, pal. It's a zero-sum game. Somebody wins, somebody loses. Money itself isn't lost or made, it's simply transferred from one perception to another. Like magic. This painting here, I bought it 10 years ago for $60,000. I could sell it today for $600. The illusion has become real. And the more real it becomes, the more desperate they want it. Capitalism at its finest. How much is enough, Gordon?
Des hommes comme Gordon Gekko ne se posent pas trop de questions sur le jeu qu'ils mènent. Ces boursiers ne font qu'obéir aveuglement aux règles du capital, c'est-à-dire accumuler sans fin. Avec l'arrivée des premiers ordinateurs, ils n'ont même plus à jouer par eux-mêmes. Le Program Trading automatise la vente et l'achat d'actions suivant un mécanisme de Portfolio Insurance qui limite les risques de chacun sans prendre en compte les risques de tout le monde. En effet, ce mécanisme réagit aux hausses et aux baisses du marché par l'achat ou la vente automatique sans prendre en compte l'objet des fluctuations, ce qui engendre à la longue un feedback loop, sans autre fin possible que la crise. With Brad Holbrook. Good evening. Today is Black Monday, the day the Dow dropped more than 500 points, the day the Dow dropped more than 22%, almost double the rate. C'est 2 mois avant la sortie du film Wall Street que la chute libre spéculative critiquée par Stone prend brutalement fin dans le monde réel. Comme une prophétie qui se réalise avant même d'être prononcée, le 19 octobre 1987, la bourse new-yorkaise subit son crash le plus vertigineux depuis 1929. Even more than they did on Black Tuesday of 1929. When the dust settled, the Dow Jones Industrial Average had lost more than 508 points on volume of 604 million shares. Si le Black Monday n'entraîne pas de crise économique majeure, c'est Callan Greenspan, qui vient d'être nommé directeur de la Réserve fédérale par Reagan, inonde les banques et les marchés de liquidités, ce qui stabilise le monde de la finance et de la production. Cette même décision jette par contre les bases d'une récession qui va frapper le monde entier quelques années plus tard. Mais pendant ce temps-là, du côté du bloc communiste, les choses ne vont pas tellement mieux. La défaite en Afghanistan n'est qu'une manifestation de l'importante instabilité politique qui traverse l'URSS. De leur côté, les 3 dirigeants de Maktab al-Qidama ne s'entendent pas sur la direction locale ou internationale que doit prendre l'organisation. D'un côté, on souhaite mettre en place un gouvernement islamiste en Afghanistan, alors que de l'autre, on propose de répandre la guerre sainte à des pays arabes au gouvernement non islamiste. C'est ainsi que le 24 novembre 1989, moins d'1 semaine après la chute du mur de Berlin, le théologien palestinien à l'origine de Maktab al-Qidama est assassiné dans un contexte nébuleux. L'organisation se recentre alors autour du riche militant saoudien. Peu connu à l'époque, celui-ci marquera le monde entier quelques années plus tard, et ce, en organisant une des tueries de masse les plus médiatisées de notre époque. Son nom? Osama Ben Laden. Après avoir pris le contrôle de Maktab al-Qidama pour étendre le djihad au monde entier, Osama Ben Laden décide de rebaptiser l'organisation la base du djihad, en arabe Al-Qaïda al-Djihad. Pendant ce temps, le 2 août 1990, Saddam Hussein, le président de l'Irak, pays alors laïque et socialiste, décide d'annexer son voisin de l'Est, le Koweït, une petite monarchie islamique riche en pétrole. L'Arabie saoudite, une autre monarchie islamique riche en pétrole, également voisine de l'Irak, redoute donc une imminente invasion irakienne. Osama Ben Laden, fervent défenseur de l'islam et lui-même saoudien, offre alors de l'aide au roi saoudien pour repousser Saddam Hussein. Lui et ses moudjahidines afghans endurcis sont prêts à prendre les armes pour défendre un pays islamique. Cependant, le roi saoudien préfère l'aide de l'Occident, ce qui enrage Ben Laden. Comme de fait, une coalition de 35 pays, menée notamment par les États-Unis d'Amérique, qui envoient à eux seuls près de 500 000 soldats, s'implique dans ce qui devient alors la première guerre du Golfe. Après tout, le contrôle d'un énorme réservoir de pétrole est en jeu. La guerre, qui prend fin en seulement 6 mois, est l'une des premières à être diffusée massivement en direct à la télévision. Et contrairement à la guerre du Vietnam,
les communications sont prises en charge par l'armée américaine qui restreint l'accès sur le terrain aux journalistes. Cependant, l'armée fournit au réseau de nouvelles des images saisissantes des frappes aériennes qu'on qualifie de chirurgicales et précises. Du haut des bombardiers, on voit à la télévision, en direct, les cibles petites comme des fourmis voler en éclats sous les bombes. Dans leur salon, à des milliers de kilomètres des bombardements, les Américains ont l'impression d'être au cœur du conflit. Et ce sentiment étrange d'assister à un spectacle morbide est en quelque sorte précurseur de cette décennie à venir qui verra également naître l'Internet, les téléréalités et l'expansion des nouvelles en continu. Tous des éléments qui confondent la limite entre le réel et la fiction. Les écrans se multiplient, l'information voyage de plus en plus vite. La guerre du Golfe est tellement immersive qu'on en vient à la surnommer comme ça la Video Game War. Comme en témoigne l'expression, les jeux vidéo, eux aussi, ont considérablement marqué les esprits occidentaux au cours des dernières années. 5 ans avant le conflit, en 1985, la sortie de la première console personnelle Nintendo est un succès monstre. Vendue à plus de 20 millions d'exemplaires aux États-Unis seulement, la NES relance le marché des jeux vidéo qui était jusque-là en dormance. Depuis 1985, on s'inspire donc de tout pour développer et vendre des jeux, même de la guerre. En fait, quelques mois seulement après le retrait des troupes du Koweït en 1991, l'opération la plus violente de la guerre du Golfe donne son nom à un nouveau jeu vidéo. Operation Secret Storm. Le jeu est entièrement basé sur les événements du Koweït. On incarne un soldat nommé George qui se bat dans les mêmes environnements que des millions d'Américains ont vu à la télévision. Lorsque les soldats ennemis habillés en tunique et même parfois à dos de chameau sont tous éliminés, on doit affronter le final boss, nul autre que Saddam Hussein. Pendant ce temps, toujours en 1991, l'URSS est officiellement dissoute par Mikhail Gorbatchev. La guerre froide prend fin. Le bloc capitaliste et surtout les États-Unis sortent donc grands vainqueurs de la deuxième moitié du 20e siècle. Cependant, cette victoire a un arrière-goût un peu amer. Tout d'un coup, 300 000 emplois sont abolis dans l'industrie de la défense de ce pays. Déjà, un peu partout, les emplois manquent, alors que le coût de la vie et du pétrole monte en flèche et les salaires stagnent. La récession fait rage et elle est le contre-coup des premières années de néolibéralisme, plus précisément de la crise financière de 1987 et des conflits militaires comme la guerre du Golfe. Le capitalisme à l'américaine tient de moins en moins la route, alors même qu'il triomphe à l'international. Dans ce contexte, même les rôles qu'incarne Michael Douglas sont appelés à changer. Dans Falling Down, qui sort le 26 février 1993, l'acteur ne joue plus un puissant boursier aux rênes du jeu du capital, mais un homme ordinaire, un ingénieur militaire qui gagne de moins en moins à ce même jeu. Aliéné, pris dans le trafic de Los Angeles par une journée de canicule, alors qu'il vient de perdre son emploi et sa femme, son personnage n'en peut plus. Il sort de son auto et se lance dans une dérive violente au cours de laquelle il s'attaque à n'importe qui et à n'importe quoi, comme si sa rage ne pouvait être dirigée vers un objet clair. You have to order something from the lunch menu. I don't want lunch. I want breakfast. Yeah, well, hey, I'm really sorry. Yeah. Well, hey, I'm really sorry too. Le film de Joel Schumacher est accueilli favorablement par la critique, qui voit l'anti-odyssée du capitalisme à l'américaine. Le personnage de Michael Douglas est le perdant exemplaire de ce rêve d'une vie de travail menant au confort et à la consommation. Lorsque l'illusion tombe, il se retrouve à la dérive sans rien à quoi s'accrocher, dans une chute libre de violence autodestructrice. What the hell are you trying to do? Kill me with a golf ball? Is that enough? You got all these beautiful acres fenced in for your little game?
But you gotta kill me with a golf ball? You should have children playing here. You should have families having picnics. You should have a goddamn petting zoo. Instead, you got these stupid electric carts for you old men with nothing better to do? En fait, Michael Douglas affirme lui-même que son personnage est en quelque sorte le négatif auquel l'Américain moyen peut s'identifier. You know, what's happened for a lot of people now is that we're angry, and we don't know who to be angry at. There it is. You know, there's a lot of people who are a paycheck away from being on the streets or out of work, who did everything right. I mean, they've been responsible, they've tried hard, and they don't know what went wrong. We won the war. Where is it all at? And I think this sort of lack of direction now has been frustrating, and I think with Falling Down, people are getting a chance to sort of identify with that kind of character. And yet, comme se l'explique l'acteur, ce seraient des gens normaux, de la classe moyenne, qui sont aliénés et désillusionnés, qui finissent par exploser, comme son personnage. Pour une fois, on met le doigt sur un type de violence qui commence à se démarquer en Occident, les tueries de masse. Also coming out of this might be our ability to better understand those people who remain anonymous names in the news. They go berserk and we say, oh, how awful, what could have caused this? After 2 hours with this movie, maybe we can understand this sort of thing a little more. Is that fair? Yeah, I think so. I mean, it is the biggest rising crime in the country right now, which is a lot of people through domestic reasons and otherwise who are mad as hell and can't take it any longer, you know? And this reminds me a lot of the... Cependant, la sortie du film Falling Down est éclipsée par une nouvelle qui marque les esprits. Ce même 26 février 1993, à 12h05, un Pakistanais d'une trentaine d'années gare un camion de location dans le stationnement souterrain d'une tour à bureau de Wall Street à New York. Il quitte et 2 minutes plus tard, les 600 kilos d'un mélange de sel, de nitrate d'urée et d'hydrogène qu'il y avait laissé explosent. 6 personnes meurent sur le coup, la panique s'empare du centre-ville de New York et du reste du monde. À la télévision, on joue en boucle les images de ce qui est considéré l'un des premiers attentats djihadistes en Occident. Les Américains voient émerger les rebonds de la guerre du Golfe. De l'ingénieur dépressif qui attaque des innocents dans un film, au mouvement djihadiste qui s'attaque à leur pays dans la vraie vie. Le responsable de l'attaque, le jeune Pakistanais Ramzi Youssef, aurait été formé dans un camp au Pakistan, dans les rangs d'une organisation qui anciennement se nommait Maktab al-Qidama, mais que son dirigeant, Osama Ben Laden, vient tout juste de rebaptiser Al-Qaïda. De plus, peu de gens retiennent les motivations derrière l'attaque. Les responsables demandent la fin du soutien des États-Unis à Israël et de son implication au Moyen-Orient. Mais surtout, peu de gens retiennent aussi l'avertissement derrière cette attaque. Ceci n'est que le début. Au contraire, malgré le choc, la vie et les activités financières reprennent assez vite. Plus d'images que de morts. Le secteur de l'information et des communications, qui multiplie ces images, est d'ailleurs central dans le regain financier de Wall Street après la récession. Avec la généralisation du web, des logiciels, des ordinateurs, des jeux vidéo et plus encore, les bases de la troisième révolution industrielle sont jetées. La bourse américaine s'emballe à nouveau, les affaires vont bien. Rapidement, un engouement numérique déferle sur l'Occident. Les cartes mémoire, l'Internet, les écrans, les consoles, les cassettes, tout y passe, tout s'accélère. L'économie se porte bien. Alan Greenspan est de nouveau célébré. On le surnomme le maestro de l'économie américaine et on le compare même au Prozac, un nouvel antidépresseur à l'époque très populaire qui donne un effet d'euphorie. A deep, dark, foul-smelling prison of the damned, filled with fire and brimstone, lost souls and demons. And how do you escape this? Moins d'1 an après la sortie de Falling Down, en décembre 1993, la première version d'un nouveau jeu vidéo à succès voit le jour. Doom for the 64-bit Jaguar, the best Doom ever. Doom. Le mot Doom n'a pas vraiment d'équivalent en français. Ça se traduit par un destin tragique. Le jeu est sans précédent, car il est l'un des premiers à adopter un point de vue first-person shooter.
qui donne aux joueurs un sentiment d'immersion à l'époque incomparable. Plongé dans l'univers de Doom à la première personne, le joueur voit les scènes à travers les yeux du personnage anonyme, le Doom Guy. Dans Doom, on se bat contre les forces du mal en enfer, rien de moins. De niveau en niveau, le Doom Guy doit tirer sur tout ce qu'il trouve sur son passage. Dès 1994, la deuxième édition sort et est vendue à près de 600 000 exemplaires en seulement un mois. Dans la publicité, on vend la nature immersive et même addictive du jeu. And explosive action like Doom 2. It's easy to start playing, but it won't let you stop. Doom 2, it will consume you. Play solo against a computer. On vante également le fait de pouvoir jouer en ligne avec d'autres joueurs anonymes. Doom 2, playing in a PC software store near you. Et au fil des années 90, les jeux vidéo comme Doom gagnent en popularité. Rapidement, parmi les jeunes hommes, on voit apparaître les premiers gamers. Deux d'entre eux, Eric et Dylan, jouent énormément à Doom depuis leur entrée au secondaire en banlieue de Denver. En 1996, Eric crée un blog en ligne où il publie initialement ses créations de niveaux personnalisés de Doom. Peu à peu, celui-ci commence à y raconter ses récits de vandalisme et de mauvais coups qu'il commet avec son ami Dylan. Surnommées des missions rebelles, celles-ci sont racontées sous la forme de rapports de mission. Eric Harris est manipulateur, enragé et avide de domination. Après quelques mauvais coups et une colère incontrôlable, on lui prescrit du Luvox, un antidépresseur dérivé du fameux Prozac. Eric croit fermement au darwinisme social hérité des années 80, une idéologie parfaitement décrite par Gordon Gekko. Of evolution in corporate America seems to be survival of the unfittest. Well, in my book, you either do it right or you get eliminated. The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed in all of its forms. Greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind, and greed, you mark my words, will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much. Comme Gordon Gekko pour Teldar Paper, Eric veut rétablir l'ordre dans le monde qu'il juge chaotique. Il entraîne dans sa haine du monde son ami plus insécure, Dylan. Dans son journal intime, Dylan, lui, s'avoue dépressif et suicidaire. Il n'a pas de confiance en lui-même et ne tient pas du tout à la vie. Les deux amis cultivent une obsession malsaine sur la violence, les armes et la mort. Ils souhaitent au fond que tout le monde soit un personnage de Doom pour que les plus faibles meurent et que les plus forts survivent. Le 20 avril 1999, Carl Giroir avait 3 ans. Ce même jour-là, Eric Harris, alors âgé de 18 ans, vêtu d'un T-shirt sur lequel on peut lire en anglais « Sélection naturelle », accompagné de son meilleur ami Dylan, 17 ans, se rendent à leur ancienne école secondaire, Columbine High School. Le 20 avril 1999, Eric Harris et Dylan Klebold finissent par matérialiser leur univers damné. Les deux adolescents, armés jusqu'aux dents, entrent dans la version réelle de leur école secondaire et tuent 13 personnes, en blessent 24 et finissent par se suicider. Give me guys that are poor, smart, and hungry, and no feelings. You win a few, you lose a few, but you keep on fighting. And if you need a friend, get a dog. En une décennie seulement, l'esprit darwiniste, virtuel et individualiste du néolibéralisme s'était calqué sur l'économie mondiale, la guerre, le divertissement, les jeux
et finalement la psyché de ces deux jeunes hommes dépressifs et violents. Dans les couloirs de Columbine High School, la fiction de Doom se fracasse contre la réalité dans un éclat de violence inimaginable. Les scènes irréelles et sordides s'enchaînent. Les deux adolescents tuent leurs ex-camarades de classe comme si c'était un jeu, comme s'ils étaient habitués de le faire. Dans le cas d'Eric, on avait sous-estimé l'un des effets secondaires des antidépresseurs. Après l'euphorie, le type de médicaments comme le Luvox peuvent provoquer une indifférence généralisée et même une apathie envers les autres. And after they'd shoot up something, they'd go, woo! Just a pleasure for them. L'attaque de Columbine n'était pas la première tuerie en milieu scolaire, mais l'une des plus meurtrières jusque-là. Évidemment, personne ne comprenait le phénomène. Des jeunes hommes de bonne famille, bien éduqués, tout ce que l'on concevait comme normal, inoffensif, non seulement voulaient s'enlever la vie, mais tuer des innocents au passage. Tous cherchaient désespérément un responsable, que ce soit le contrôle des armes à feu, l'usage d'antidépresseurs, l'intimidation en milieu scolaire, les vêtements ou même la musique. Puis finalement, certains ont commencé à blâmer la violence des jeux vidéo comme responsable de pareilles atrocités. Doom était visé, mais Postal était aussi un des jeux concernés. Très controversé à l'époque et même banni dans certains pays, Postal est encore plus violent que Doom. Les deux meurtriers de Columbine y jouaient aussi régulièrement. La prémisse du jeu est étrangement simple. Le joueur incarne un personnage sans nom qui un jour se fait évincer de sa maison et se lance dans un massacre aléatoire. Le joueur doit passer les 17 niveaux et tuer les policiers et les militaires qui l'empêchent d'avancer. On peut également tuer les civils impuissants. C'est même un peu le plaisir inavoué derrière le jeu. Dans les médias, certains ont commencé à pointer du doigt les jeux violents comme Postal comme source d'inspiration pour ces tueries en milieu scolaire. Cependant, comme le problème de l'œuf ou la poule, le jeu vidéo en soi parodiait des violences bien réelles qui avaient déjà eu lieu dans le passé. En fait, le titre Postal fait référence à une expression apparue et popularisée en 1993, 6 ans avant le massacre de Columbine. L'expression « to go postal » ou « going postal » signifie être violent, plus précisément, tuer ses collègues sur son milieu de travail. Déjà, depuis 1983, juste avant le boom des jeux vidéo, on observe aux États-Unis une montée des tueries de masse en milieu de travail. Et ce, particulièrement chez USPS, le service de poste américain. Entre 1983 et 1993, on compte 11 tueries et 35 victimes seulement dans les bureaux de USPS. Tellement qu'on a commencé à associer le mot « postal » au fait de tuer ses collègues et son patron. Effectivement, les coupures budgétaires de l'administration Reagan ne permettaient pas de renvoyer en masse les employés de USPS car ceux-ci avaient un bon syndicat. Alors, pour se serrer la ceinture, on demande aux gestionnaires de mettre de plus en plus de pression aux employés, d'être plus productifs que jamais. Les horaires sont de plus en plus chargés, mais on n'engage pas de nouveau personnel. Et pendant ce temps-là, l'afflux de courriers à gérer ne baisse pas. Les salaires ne montent pas, mais la promesse de livrer tout en tout temps demeure. Et pendant ce temps-là, l'afflux de courriers à gérer ne baisse pas. Rapidement, des employés perdent le contrôle. And he said, "Oh my God, get out of here." 44-year-old Patrick Sherrill, a Marine veteran, had been told yesterday by a supervisor that he'd lose his job unless his work performance improved. At 7 o'clock this morning, he went to the post office in Edmond with 3 guns and a mail sack full of ammo. Sherrill shot one co-worker in the parking lot, then went in the back door, bolting doors as he went. Au point où, dans l'imaginaire collectif, ça devient une expression. Ask you something. What do you do for a living, Newman? I'm a United States postal worker. Aren't those the guys that always go crazy and come back with a gun and shoot everybody? Sometimes. Why is that? Because the mail never stops. It just keeps coming and coming and coming. There's never a let-up. It's relentless. Every day it piles up more and more and more, and you gotta get it out. And the more you get out, the more it keeps coming in. And then the barcode reader breaks. And it's
Une expression qui a fini par inspirer un jeu vidéo auquel ces deux adolescents jouaient. Dylan et Eric, tous les deux nés en 1981, font partie des premières générations de garçons ayant grandi avec les nouvelles en continu, Internet et les jeux vidéo. Ce divertissement, issu de notre époque accélérée, concorde plus que jamais avec le récit du succès individuel contre une machine anonyme. De nouveaux médias plus immersifs que jamais, mais avant tout des médias, des images et des jeux qui sont influencés et nourris par une société de plus en plus atomisée, compétitive, violente et rapide. Société à laquelle les jeunes sont vite exposés de façon très immersive, au point où la fiction et la réalité se superposent. You gotta pull that thing off. What thing? That thing. Pull it off and then pull on both ends. The whole thing gets bigger. Like this? Yeah. Now flip that thing up. It's kind of like your aimer. How do you know about this? Oh, I saw it on TV. And then what's the name of the movie? Huh? What's the name of the movie you're making? Les violences massivement médiatisées allaient atteindre un pic 3 ans seulement après Columbine. Cette fois-ci, l'attaque ne venait pas d'un jeune homme de banlieue américaine aliéné ou suicidaire. Cette attaque était également alimentée par une rancune et une perte de repères. Mais ça venait de beaucoup plus loin. La bombe qui avait fait exploser Ramzi Youssef en 1993 visait à tuer, mais avant tout, le complexe d'édifices qu'il voulait faire tomber logeait des banques, des fonds d'investissement privés, des compagnies pétrolières et plus encore. Le complexe d'édifices visé était devenu en quelque sorte le symbole de l'impérialisme américain et de la mondialisation. Huit ans après l'attaque de Ramzi Youssef, son oncle, Khalid Mohammed, dirigeant des opérations externes d'Al-Qaïda, met sur pied une équipe de 19 hommes prêts à mourir pour accomplir le travail de son neveu, maintenant en prison. Puis, comme ça, le 11 septembre 2001, le monde allait changer. Comme un spectre du passé, le djihad afghan, soutenu par les États-Unis quelques 20 ans plus tôt, débarque dans les rues du district financier de New York et s'attaque à la grande puissance américaine. Immédiatement, l'Occident est traumatisé. Les responsables de l'attaque avaient compris quelque chose. La guerre passait maintenant par les images et ils venaient d'en créer une assez marquante. Une fois de plus, la réalité dépasse la fiction. Les images de l'attaque défilent aux nouvelles en continu, comme prévu. Après avoir envahi l'Afghanistan pour retrouver Ben Laden dès novembre 2001, George Bush fils accuse maintenant l'Irak de soutenir Al-Qaïda et même de cacher des armes nucléaires. Forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Il déclare donc l'invasion de l'Irak, accomplissant en quelque sorte le travail de son père. Et en 2003, on envoie à nouveau des centaines de milliers de jeunes Américains trouver et anéantir les méchants terroristes en Irak. On pilonne les villes de missiles, des civils sont tués, et on emprisonne des milliers d'Irakiens qu'on suspecte être terroristes. On les torture, on les interroge, mais rapidement, les soldats envoyés perdent de vue leur réel objectif. La riposte est un échec. Comme pour la première guerre du Golfe, les jeux vidéo inspirés de ce nouveau conflit au Moyen-Orient ne tarderont pas à sortir. Les jeux comme Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield s'inspirent de nouveau des conflits armés et du spectre du terrorisme pour développer des jeux addictifs, violents et surtout plus réalistes que jamais, reproduisant des scènes de guerre à la seconde près. Comble d'une ironie fatale, la soi-disant libération de l'Irak ne va qu'amplifier le phénomène du djihadisme. En prison, ceux qui ne le sont pas déjà se font radicaliser. Et dans le camp de prisonniers de Bouka, en Irak, des réseaux se forment. Les prisonniers notent leurs coordonnées pour se retrouver à leur sortie de prison. Les différentes factions islamistes se rallient autour d'un homme en particulier, Abu Bakr al-Baghdadi. L'homme est considéré comme un bon détenu par les Américains,
car il règle les conflits entre les détenus et a un sens du leadership hors pair. Il est vite libéré en 2004. Pendant que al-Baghdadi sort de prison dans le désert irakien, Karl a 8 ans. Il est toujours à l'école primaire où son comportement est rapidement qualifié de perturbateur. Il essaie d'embrasser les filles, mange ses mines de crayon, se bat dans la cour d'école. On le fait donc suivre par un pédopsychiatre qui lui diagnostique un TDAH et lui prescrit du Concerta. Le stimulant a un effet positif sur son comportement en classe, mais il en souffre physiquement et mentalement. Pendant ce temps, les tueries de masse ne cessent pas. Ici au Canada, un peu partout en Occident, mais surtout au pays d'où la culture émerge et où l'accessibilité aux armes automatiques n'aide en rien, les États-Unis. Un profil de tueur se dessine, à tort ou à raison, un stéréotype naît. Des jeunes hommes qui ont tout pour réussir dans ce monde compétitif, mais qui ne réussissent pas. Ces hommes frustrés, incompris, parfois dépressifs ou encore suicidaires, se replient sur eux-mêmes, mais surtout, ils se replient sur un monde virtuel, aux possibilités infinies, où le contact humain est rare et où l'immersion est telle qu'on ne sait plus ce qu'est la réalité. Derrière leurs écrans, un dédoublement s'opère. Ces perdants se réfugient dans un monde où le rapport qu'on entretient avec les autres est une version distillée du monde réel, plus fidèle à la logique de Gecko. Anonyme, froide, numérique et compétitive. About how I think there are a lot of parallels between video games and real life. In a video game, as your character progresses through the game and you upgrade your stats and make more money, you're able to unlock better equipment, new and more powerful abilities, and travel to different and more exciting parts of the map. And life kind of works in the exact same way. As you develop marketable skills and improve yourself, your options in life open up. You know, our entire society seems to operate on a competence hierarchy. The people who get the most attention, the most money, and have the most opportunity in life. Getting the best car, they'll do all that in a game, but they won't do it in real life. I find that incredible. Like, my life is GTA. I don't need to play a game for GTA. If I want a gun, I'll fucking buy it. If I want a car, I'll fucking buy it. I want a bitch, I'll get her. It's me. I am GTA. I don't see why people play the games. They play the games because they're scared of loss. Because if you die in the game, you get another chance. If you lose in the game, you get another chance. In life, you get one shot. But if you get some balls, that's what life is as a game. That's what life is as a man. This is one big video game. You get to upgrade your character. You're not born with any value. Au milieu des années 2000, les first-person shooters sont tellement populaires et tellement immersifs qu'on voit naître un nouveau concept, le rage quitting. Le terme rage quit veut simplement dire de quitter un jeu auquel on joue dans un excès de colère qui se manifeste dans la vraie vie au point où certains brisent leur télévision ou même leur console. Une sorte de délire qui est au fond une manière violente et égoïste d'abandonner la game. Un peu à l'image du rage quit, les tueurs de masse décident eux aussi qu'ils abandonnent le jeu de la vie, mais que pour quelques minutes, ils auront un pouvoir de vie ou de mort sur le monde réel, auquel ils ont été progressivement désensibilisés, écrasant tout sur leur passage pour tout saboter une dernière fois, y compris eux-mêmes. À peu près comme le personnage de Michael Douglas qui utilise un jouet pour pouvoir se faire tuer dans la scène finale de Falling Down. I would have got you. Et dans les années à venir, la trajectoire du djihadisme né dans l'horreur de l'Irak et celle des tueurs de masse occidentaux nihilistes vont se rencontrer au carrefour du désespoir sur des plateformes qui vantent leur pouvoir de connecter le monde entier.
À la fin des années 2000, le monde se relève de la crise financière de 2008, causée une fois de plus par une spéculation boursière complètement dérégulée. Au Moyen-Orient, le chaos règne et une haine profonde de l'Occident se cultive. Le climat est instable et les guerres civiles en Syrie et en Irak font des milliers de morts. Cependant, Al-Qaïda n'a plus l'influence d'avant. Oussama Ben Laden se cache au Pakistan et sera tué d'ici quelques années par l'armée américaine. Ses fidèles se retrouvent dans d'autres factions djihadistes, dont une nouvelle qui gagne en force, l'État islamique d'Irak. Le 16 mai 2010, les Américains sont sûrement surpris de voir qu'on nomme comme chef de l'État islamique Abu Bakr al-Baghdadi. L'ex-prisonnier exemplaire du camp Bouka refait surface et il est à la tête de l'État islamique qui surplombe Al-Qaïda. De son côté, Karl est un adolescent incompris et isolé. Assez vite, il arrête l'école. À 18 ans, il commence une collection d'épées, ce qui inquiète évidemment sa mère, mais ça semble être une de ses seules passions, alors elle tolère. Avec comme terrain de jeu la guerre civile syrienne et l'instabilité irakienne, l'État islamique prend contrôle de plusieurs villes en Syrie et y impose une loi religieuse stricte et violente. C'est une guerre sanglante et chaotique. Des milliers de réfugiés quittent la Syrie. Et l'Occident a peur. Une coalition occidentale anti-État islamique est mise sur pied, composée de nombreux pays, dont les États-Unis, la France, l'Australie et le Canada. Cette coalition mène des frappes aériennes contre les troupes de l'EI. En réponse à ces frappes occidentales, la posture de celui-ci change, passant d'un djihad régional à un djihad mondialisé. Sur les réseaux sociaux, qui en sont à leur apogée, l'organisation pousse une puissante propagande destinée aux Occidentaux. D'un côté, on met en scène sur Internet des décapitations de journalistes et de l'autre, on produit des vidéos qui glorifient les guerriers du djihad comme des hommes menant un combat juste et valeureux. Partout à travers le monde, des Français, des Anglais, des Allemands, des Canadiens qui, pour la plupart du temps, n'ont jamais lu le Coran de leur vie, se radicalisent à une version de l'islam sectaire, extrême et violente. Sur Internet, on recrute des jeunes hommes dépressifs ou aliénés qui ont en quelque sorte le profil de tueurs de masse. Pour ces hommes, l'État islamique tombe à point, comme une idéologie séduisante qui offre une cause et une raison de vivre ou de mourir à ceux-ci qui n'en ont pas. Comme des influenceurs du djihad, certains recrutent d'autres de leurs semblables à venir les rejoindre, comme l'Ontarien André Poulain, qui a passé de commis dans une station de service à Toronto à recruteur et soldat dans les rangs de l'État islamique en Syrie. André Poulain, a Canadian convert who changed his name to Abu Muslim. Listen as he tells the camera in this 11-minute video, before he joined ISIS, he was just a normal Canadian teenager. I watched hockey. I went to the cottage in the summertime. I love to fish. En 2014, sur Twitter et Facebook, des centaines de milliers de comptes faisant l'apologie du califat sont désactivés, mais la propagande persiste sur des blogs et des forums alternatifs, envoûtant des centaines de jeunes hommes en quête d'intensité, de gloire, mais qui n'ont pas de cause. Un peu comme Martin, 25 ans. Martin vit au Québec, à Saint-Jean-sur-Richelieu, chez son père. Récemment séparé de son amoureuse, le jeune homme fume beaucoup de cannabis et passe ses journées devant l'ordinateur. On dit qu'il est dépressif depuis déjà 2 ans. Il cherche un but à sa vie. Après avoir passé des centaines d'heures sur son ordinateur à lire des théories du complot en ligne, il finit par être attiré par la propagande de l'État islamique. Et c'est ainsi que de Raqqa en Syrie à Saint-Jean-sur-Richelieu, la pulsion de mort se propage comme un virus. Soudainement, le jeune homme se convertit à l'islam et se laisse pousser la barbe. Peu de temps après, il change de nom sur Facebook et partage beaucoup de messages en soutien à l'État islamique. En l'espace d'1 an seulement, l'homme s'est métamorphosé. Et c'est comme ça que le 20 octobre 2014, quand l'État islamique lance son appel aux attentats à travers le monde, Martin passe à l'acte et enlève la vie à un militaire canadien. 2 jours plus tard, à Ottawa, Michael Zeaf-Bibo, 32 ans, tue à son tour un militaire en plein centre-ville d'Ottawa. Dépressif et accro à la cocaïne, Zeaf-Bibo s'était aussi récemment radicalisé au djihadisme en ligne. Les 2 jeunes hommes n'avaient pas coordonné leurs attaques.
En fait, ils ne se connaissaient même pas. Les deux répondaient simplement au même appel de l'État islamique. Entre juin 2014 et novembre 2015, on recense près de 83 attentats liés à l'EI partout à travers le monde. Le calme de l'Occident est une fois de plus troublé. On redoute une attaque à tout moment. Et cette progression très sombre culmine par l'attaque du 13 novembre 2015 à Paris. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Encore une fois, le profil des tueurs se ressemble. Jeunes hommes de banlieue de Paris ou de Bruxelles qui ne réussissent pas à tirer leur épingle du jeu, sans emploi, aliénés, accros aux écrans ou au cannabis, qui se sont soudainement radicalisés au djihadisme en ligne. En 2016, Ubisoft Montréal lance For Honor, un jeu de combat d'épée dans lequel on peut incarner n'importe quel combattant d'une époque et d'une nation différente. Carl, qui aime déjà les épées, se met tout de suite à jouer à For Honor. Pendant ce temps, dans une triste ironie violente et fatale, les attaques djihadistes amplifient en Occident l'islamophobie et les idées d'extrême droite au même moment où des réfugiés aussi musulmans quittent leur pays en proie au conflit généré par ces mêmes groupes djihadistes. Exactement comme pour le djihadisme, les forums et les réseaux sociaux ne font qu'accélérer la radicalisation de jeunes hommes dépressifs, mais cette fois-ci contre les femmes, les étrangers et les musulmans. Sur Internet, on voit alors apparaître les incels ou les Proud Boys. I feel more real here, sitting in front of the computer. When I go outside, I almost depersonalize a little bit. Aliénés, racistes, dépressifs, sur une nouvelle prescription d'antidépresseurs depuis 3 semaines seulement et constamment sur Internet ou dans des jeux vidéo, le jeune Alexandre Bissonnette voulait mourir depuis longtemps, mais trouvait que se suicider était un geste de faible, comme il dit. Il voulait accomplir quelque chose qui pour lui serait grandiose. Être un héros le temps de quelques minutes, aller à la guerre, défendre la société, accéder à la gloire, faire quelque chose de grandiose, de courageux, d'intemporel. C'est comme ça que le 29 janvier 2017, il passe à l'acte, en croyant anéantir des djihadistes, quand au fond, Alexandre devient le terroriste et traumatise une communauté en fauchant 6 vies innocentes à la mosquée de Québec. Pendant ce temps-là, en 2017, on dit que l'État islamique a perdu 95% de son territoire en Syrie et en Irak. Le groupe perd en influence, quoiqu'il demeure actif. La même année, un nouveau jeu vidéo voit le jour, Fortnite. En une année, le jeu gratuit récolte 150 millions de joueurs actifs. Sa popularité repose sur le mode de jeu qui l'a rendu célèbre, le Battle Royale. Mais avant d'être un mode de jeu, Battle Royale est une science-fiction dystopique japonaise sortie en 2000. Dans ce film, on raconte l'histoire de jeunes adolescents délinquants qui sont forcés de participer à un jeu sordide dans lequel les plus forts s'en sortent et les plus faibles meurent. C'est chacun pour soi, envers et contre tous. Battle Royale. Mêlant survivalisme et jeu de tir, le concept d'un jeu Battle Royale est simple. Ce sont des jeux en ligne, dans un grand serveur regroupant parfois des centaines de joueurs, dans lequel il faut simplement survivre. On gagne une partie de Battle Royale lorsqu'on est le dernier en vie. Pour forcer les éliminations, l'espace de jeu rétrécit jusqu'à ce que les joueurs survivants aient à se rencontrer et s'entretuer. C'est chacun pour soi. Fortnite était loin d'être le premier jeu à explorer le style. Depuis 5 ans déjà, la mode était aux jeux de type Battle Royale. PUBG, Escape from Tarkov, H1Z1, DayZ, Apex. Ce sont des jeux placés dans des univers post-apocalyptiques plus ou moins réalistes où chacun doit survivre en trouvant des armes à feu et des ressources. Mais cette popularité soudaine n'apparaît pas de nulle part, car depuis près de 10 ans en Occident, les récits de survie sont à la mode. Et pour cause, la première version répertoriée d'un jeu de vidéo de type Battle Royale est un mode de Minecraft,
qui s'inspire directement de la saga Hunger Games. Entre 2008 et 2010, l'auteur Suzanne Collins publie sa trilogie de romans qui sera ensuite adaptée au cinéma en 2012, devenant instantanément un phénomène culturel mondial. Reprenant les codes du film japonais sorti 12 ans plus tôt, on retrouve des jeunes qui doivent s'entretuer pour survivre et gagner les Jeux de la faim, les Hunger Games. Véritable produit de son époque, Collins dit s'être inspiré d'un sentiment bien particulier, celui de regarder la télévision contemporaine, mélange de télé-réalité et de nouvelles en continu. One night, I was lying in bed and I was very tired and I was just sort of channel surfing on television. And I was flipping through images of reality television where there were these young people competing for $1 million or a bachelor or whatever. And then I was flipping and I was seeing footage from the Iraq War. And these two things began to sort of fuse together in a very unsettling way. And that is when I think was the moment where I got the idea for Katniss's story. Ce qui mènera quelques années plus tard à Fortnite. Un jeu où ce qui pousse les joueurs à s'éliminer, ce ne sont pas des guerres de nations ou de clans, mais plutôt une réduction lente et inexorable de la surface habitable et des ressources. En 2019, la même année où le monde plonge dans la pandémie de coronavirus pendant qu'un commando américain retrouve et élimine al-Baghdadi, on compte 250 millions de joueurs Fortnite. En 10 ans, le décor des jeux de tir les plus populaires ont passé du Moyen-Orient et du réalisme militaire à des univers futuristes, dystopiques, aux costumes survivalistes, à l'image de notre époque cynique et un peu absurde. Carl, lui, non. For Honor est toujours son jeu de prédilection. Depuis sa sortie, le jeune homme ne fait que jouer à son jeu et se convainc de faire ce qu'il appelle sa mission. Le monde réel devient ennuyant, banal. Il a un emploi, mais c'est son univers fictif qu'il aime vraiment. Et lorsque la pandémie éclate, il perd son emploi et comble désormais tout son temps avec son jeu. Il pouvait jouer au jeu pendant 24 heures d'affilée sans dormir. À ça, il mêle une importante consommation de cannabis. Il expliquera à son procès que son monde virtuel a commencé à ce moment-là à prendre plus d'importance que le monde réel. Il commence à planifier une mission, celle d'installer le chaos puis de changer le monde. Un peu comme Dylan et Eric, et étrangement, un peu comme l'État islamique le promet à ses fidèles. Pendant l'été 2020, Carl se rend dans le Vieux-Québec. Le jeune homme voulait faire du repérage pour trouver l'endroit idéal pour faire sa macabre mission. Le Vieux-Québec était parfait selon lui parce que ça ressemblait à l'univers médiéval de son jeu. Puis, à l'Halloween de cette année-là, en plein confinement, le monde de For Honor avale le monde réel de Carl, ne faisant qu'un. Il sort de son appartement avec l'une de ses épées et se rend jusqu'à Québec pour accomplir sa mission. Au fond, c'est comme si Carl s'était créé sa propre quête, comme s'il s'était créé son idéologie de toutes pièces. Un travailleur social l'ayant rencontré en 2014 dit que le jeune homme imaginait un monde meilleur, moins de population, moins d'auto, moins de pollution, moins d'armes à feu, plus de paix, plus de partage. Carl ne voulait pas d'un futur dystopique survivaliste comme l'imagine Fortnite. Il voulait tout détruire et recommencer, coincé entre le désir de revenir en arrière et de créer un nouvel univers. Il raconte à son procès que pour instaurer ce nouveau monde, il devait affronter notre monde actuel, déchu, faire table rase, installer le chaos, tout détruire avec son épée pour faire place à un nouveau monde, comme un ange destructeur de la fin des temps, comme Apollyon. Les images du monstre absorbent un humain isolé et incompris
qui s'y identifie au point d'incarner ce monstre dans le monde réel. Une fois de plus, la fiction et la réalité se croisent dans un triste mélange de violence quasi inexplicable. Dans les médias, on se retrouve avec aucune explication pour ce geste, à part celle d'un délire violent sorti de nulle part. Une fois de plus, c'est l'incompréhension totale de ce qui aurait pu pousser un jeune homme ordinaire à agir de la sorte. Mais, nous en déplaise, son geste ne sort pas de nulle part. Carl n'est pas un monstre. Cet homme a bel et bien évolué parmi nous, sculpté par notre monde aliéné et ses images immersives. Motivé par une pulsion destructrice qui, sans le déculpabiliser, nous concerne également. There were no signs. It came without warning. En fait, seulement que la bande-annonce de For Honor nous en dit beaucoup sur l'imaginaire virtuel, torturé et violent de Carl. Cette bande-annonce, comme le geste de Carl qui en est inspiré, nous en dit beaucoup sur l'état du monde actuel. Doom came to us all. Du bouleversement des écosystèmes et de ses ressources, à une perte de cause commune et une aliénation jusqu'à une lutte violente, chaotique et délirante. So began a millennium of conflict. À voir la bande-annonce de ce jeu, on arrive presque à comprendre la triste mission que celui-ci s'était donnée. Instaurer par la destruction un nouveau monde. Will show them. I am Apollyon.